C'était l'automne 1999, et un voile de mélancolie flottait sur Montréal, ville historique connue pour son vieux port animé et la basilique Notre-Dame, qui veille sur la ville tel un phare d'espoir et de foi. Mais ce 11 octobre-là, la foi de plusieurs allait être ébranlée et l'espoir temporairement perdu. Le temps, habituellement doux, était devenu humide et lourd, reflétant l'atmosphère qui envelopperait bientôt la dynamique rue Saint-Paul. Isabelle Dubois, une talentueuse propriétaire d'un charmant bistrot local, était l'incarnation de la vitalité montréalaise. À 34 ans, originaire de la pittoresque région de la Gaspésie, elle avait su se faire une place et gagner l'affection de ses clients grâce à sa cuisine innovante et son sourire contagieux. Sa vie, en apparence comblée et pleine de promesses, allait être brutalement interrompue en cette nuit fatidique. Le lendemain matin, un silence inhabituel provenant de l'appartement d'Isabelle, au 3e étage, alarma Madame Thérèse Laurent, une voisine de longue date qui habitait à l'étage supérieur. Isabelle était reconnue pour sa ponctualité et pour la joyeuse mélodie qui s'échappait toujours de sa cuisine. En remarquant la porte de l'appartement légèrement entr'ouverte, Madame Laurent sentit un frisson parcourir son échine. Le cœur battant, elle poussa la porte et ce qu'elle découvrit la fit hurler, un son qui résonna dans les couloirs du vieil édifice. La police fut immédiatement alertée. En quelques minutes, la rue était bloquée et le vacarme des sirènes brisa le calme matinal habituel. L'inspecteur détective Jean-Pierre Moreau, un enquêteur expérimenté du service de police de la ville de Montréal, SPVM, fut le premier à arriver sur les lieux. Connu pour son flair aiguisé et son calme imperturbable, Moreau évalua la situation d'un œil expert. L'appartement d'Isabelle, qui autrefois respirait la chaleur et la vie, n'était plus qu'une scène de désolation. Le corps d'Isabelle gisait sur le sol du salon, au milieu de meubles renversés et des débris d'une lampe en cristal brisée, qui se trouvait là comme une arme potentielle. Un tiroir de son bureau était ouvert, suggérant un possible vol. Cependant, l'inspecteur détective Moreau remarqua quelque chose qui clochait. Des objets de valeur, comme des bijoux et de l'argent, étaient visibles et intacts. Rien d'apparent n'avait été dérobé. La scène, plus qu'un cambriolage qui a mal tourné, semblait raconter une histoire de fureur et de désespoir, une sombre affaire passionnelle qui contrastait cruellement avec la vie lumineuse d'Isabelle. Le détective savait, au plus profond de lui, que cette affaire le hanterait longtemps. Il examina les détails, la porte entr'ouverte, la fenêtre du salon légèrement ouverte, comme si l'agresseur avait tenté une sortie précipitée ou une fuite dissimulée. L'air lourd de l'automne montréalais semblait porter le poids d'un secret, un secret qu'Isabelle avait emporté avec elle. Toujours sous le regard attentif de Moreau, l'équipe de l'identité judiciaire, dirigée par la méticuleuse Dreux Sylvie Moreau, chef pathologiste au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, commença son travail. Avec une précision quasi chirurgicale, Moreau examina le corps d'Isabelle Dubois, son expression sérieuse reflétant la gravité de la scène. L'analyse préliminaire indiquait que la mort était survenue entre 19h et 22h la veille, une plage horaire cruciale qui devenait maintenant le point central de l'enquête. Le rapport d'autopsie initial, qui serait détaillé dans les jours suivants, pointait déjà vers l'asphyxie comme cause du décès avec des signes de lutte, ce qui corroborait la scène de désordre trouvée dans l'appartement. Pendant que la Dreux Moreau travaillait, l'équipe de collecte d'indices fouillait chaque centimètre de l'appartement avec la rigueur d'un chercheur d'or. Sous la lampe en cristal brisé, les experts identifièrent de minuscules fibres textiles accrochées aux éclats et une empreinte de pas partielle à peine visible sur le tapis du salon qui serait soigneusement moulée et analysée. Il y avait aussi un cheveu, n'appartenant pas à Isabelle, trouvé sur le col de sa robe de chambre. Chaque détail, aussi infime soit-il, était catalogué, photographié et emballé dans l'espoir qu'il puisse lever le voile de mystère qui recouvrait le meurtre d'Isabelle. La porte entr'ouverte et la fenêtre du salon, d'abord vues comme des indices de fuite, furent réexaminées.
La fenêtre, en particulier, ne montrait aucun signe d'effraction, suggérant que l'agresseur aurait pu être une connaissance de la victime ou avoir eu un accès facilité. L'inspecteur détective Moreau, tout en supervisant la collecte, commença à dresser un profil de la victime, interrogeant des voisins et des amis consternés. Isabelle Dubois était une femme célibataire, connue pour sa vie sociale active dans les cercles culinaires et artistiques dynamiques de Montréal. Son bistrot, le goût de la vie, était un lieu de rencontre pour les artistes, les intellectuels et les gourmets. Et Isabelle en était l'âme. Elle était admirée pour sa passion pour la cuisine et pour son esprit libre. Récemment, Isabelle s'était vue décerner une prestigieuse bourse d'études pour se perfectionner en haute gastronomie à Paris. Une réussite qui, bien que célébrée par beaucoup, avait, on le savait, engendré une certaine jalousie chez certains de ses pairs et même chez quelques-uns de ses apprentis, qui voyaient en elle un obstacle à leur propre succès. L'enquête sur la vie d'Isabelle révéla également quelques pistes énigmatiques qui ajoutaient des couches à la complexité de l'affaire. Dans les jours précédant sa mort, des amis proches mentionnèrent qu'elle avait reçu une série d'appels anonymes depuis des cabines téléphoniques publiques. Isabelle, de nature réservée sur ses affaires personnelles, avait minimisé la situation, les décrivant comme simplement dérangeants. Mais la teneur des appels, selon sa meilleure amie, Chloé Dubois, sans lien de parenté, semblait avoir un ton de menace voilée, ou peut-être une obsession malsaine. Chloé se souvint qu'Isabelle avait parlé d'une voix masculine, toujours la même, qui semblait connaître des détails intimes de sa routine. Qui pouvait bien la harceler et pourquoi? La plongeant dans une anxiété subtile qu'elle tentait de dissimuler. Avec ces informations, la police commença à établir une liste de suspects potentiels. Le premier à être interrogé fut Jean-Luc Fournier, un ex-petit ami d'Isabelle, avec qui elle avait eu une relation tumultueuse qui s'était terminée environ 6 mois plus tôt. Fournier, un artiste plasticien au tempérament instable et connu pour ses accès de jalousie, avait un alibi solide. Il se trouvait à une exposition d'art à Québec le soir du crime, avec des dizaines de témoins qui confirmèrent sa présence jusqu'à tard dans la nuit. Sa douleur, cependant, était palpable durant l'interrogatoire. Un autre nom qui apparut fut celui d'Antoine Lefebvre, un jeune apprenti cuisinier, qu'Isabelle avait renvoyé quelques semaines auparavant pour insubordination et qui nourrissait un ressentiment évident. Lefebvre, un garçon ambitieux avec une réputation d'impulsif, sentait qu'Isabelle l'avait empêché de progresser dans sa carrière culinaire et son ambition démesurée était connue de tous dans le milieu gastronomique de Montréal. Il n'y a toute implication, mais sa colère était encore palpable et son alibi, bien qu'existant, était moins robuste que celui de Fournier. La complexité de l'affaire commençait à se dévoiler, révélant que la vie apparemment parfaite d'Isabelle Dubois cachait des ombres inattendues. Un labyrinthe de jalousie, de passion et de ressentiment que l'inspecteur détective Moreau était déterminé à percer. L'enquête de l'inspecteur détective Moreau et de son équipe s'approfondit. Plus de 40 personnes furent interrogées dans les semaines qui suivirent le crime. Un véritable tour de force d'interrogatoire qui s'étendit à tout Montréal et ses environs. Amis, collègues de travail, fournisseurs du bistrot, voisins, tous furent questionnés pour tenter de démêler le réseau de relations d'Isabelle. Chaque témoignage, chaque alibi, chaque petite discorde ou petite jalousie était notée, mais aucune piste ne semblait mener à un chemin clair. Le portrait qui se dégagea d'Isabelle était celui d'une femme aimée et admirée, mais qui conservait aussi une part de mystère dans sa vie personnelle, un jardin secret qu'elle gardait avec soin. Dans cet enchevêtrement d'informations, un nom commença à émerger avec une fréquence subtile, presque imperceptible, M. Pierre Laurent. C'était le voisin discret de l'étage inférieur d'Isabelle, un homme reclus et poli, connu pour sa courtoisie presque excessive. Laurent était un client assidu du goût de la vie, le bistrot d'Isabelle, et on le voyait parfois monter à son appartement. Les visites, selon lui, étaient toujours sous prétexte de se plaindre de bruits excessifs ou de demander une recette qu'Isabelle avait partagée.
Cependant, sa présence constante et son regard, parfois trop fixe sur Isabelle, n'étaient pas passés inaperçus de certains des voisins les plus observateurs qui notaient une certaine intensité dans son admiration. L'hypothèse qu'il nourrissait pour elle une passion dévorante et non partagée, un amour fou et unilatéral, commença à se consolider dans les dossiers de la police. Bien que Pierre Laurent ait été interrogé initialement et ait fourni un alibi vague, mais sans failles évidentes, son attitude durant le témoignage alerta Moreau. Son calme était presque froid, son manque d'émotion troublant. Il semblait plus un observateur distant qu'une personne touchée par la tragédie. L'équipe de Moreau, cependant, ne parvint pas à trouver de preuves concrètes le reliant directement au crime. L'empreinte de pas partielle et les fibres textiles collectées ne correspondaient à rien trouvé en sa possession ou dans son appartement. Environ 1 an après le meurtre, Pierre Laurent, sans préavis pour la plupart de ses voisins, déménagea de Montréal. Il prétendit avoir trouvé une nouvelle opportunité de travail dans un petit village des Laurentides, une histoire qui semblait assez plausible à l'époque. Toutefois, les enquêtes ultérieures révéleraient que cette nouvelle identité et cet emploi faisaient partie d'une toile de mensonges élaborée, une façade soigneusement construite pour disparaître et recommencer. Son départ, bien que non directement lié au crime à l'époque, ajouta une couche de suspicion que Moreau ne put jamais complètement ignorer. C'était un détail qui le dérangeait. Même avec l'enquête qui s'essoufflait, un détail intrigant surgit des relevés téléphoniques d'Isabelle Dubois. Un appel avait été passé depuis le téléphone fixe de son appartement des heures après l'heure estimée du décès. C'était un appel court, de quelques secondes à peine, vers un numéro inconnu qui n'a jamais été retracé à l'époque. Cet appel mystérieux, passé d'un appartement où la victime était déjà morte, ajoutait un élément bizarre à l'affaire, suggérant que l'agresseur aurait pu rester sur les lieux un temps considérable, ou y être retourné, manipulant la scène. C'était une piste qui ne cadrait pas, un casse-tête sans solution apparente. Avec le temps, sans nouvelles preuves substantielles ni suspects clairs, la pression pour résoudre l'affaire Dubois diminua. L'équipe d'enquête, épuisée et frustrée, vit le dossier être lentement mis de côté. 6 mois après la mort d'Isabelle, le dossier fut officiellement classé. La justice pour Isabelle semblait avoir été refusée et la ville de Montréal, bien que pleurant la perte de son enfant prodige de la cuisine, continua d'avancer, laissant derrière elle un mystère qui planerait sur la rue Saint-Paul pendant des décennies, un fantôme silencieux qui ne serait jamais oublié par ceux qui avaient aimé Isabelle. L'inspecteur détective Moreau, malgré sa persévérance, sentit le poids de la défaite, une défaite amère qu'il porterait avec lui. Le Montréal qui a pleuré Isabelle Dubois ne fut plus jamais le même. Le bistrot Le Goût de la Vie, autrefois un phare de joie et d'innovation culinaire, ferma ses portes, laissant un vide palpable sur la rue Saint-Paul et dans le cœur de tous ceux qui la connaissaient. Isabelle n'était pas seulement une chef talentueuse, elle était la personnification de la passion, de l'art de vivre et de la générosité. Ses rêves de perfectionnement à Paris, la bourse qu'elle avait obtenue avec tant d'efforts et qui représentait le sommet de sa carrière, se transformèrent en un souvenir amer d'un avenir volé. La ville ressentit la perte de son étoile culinaire et l'absence de sa lumière projeta une ombre sur la vibrante scène gastronomique. Chloé Dubois, la meilleure amie d'Isabelle, une designer florale qui avait partagé un appartement avec elle par le passé, fut l'une des plus touchées. Dans son témoignage, empreint de larmes et d'une douleur profonde, Chloé décrivit Isabelle comme une âme rayonnante, mais avec une sensibilité qui la rendait vulnérable. Isabelle avait une lumière propre, une joie de vivre contagieuse, se souvint Chloé, la voix étranglée par l'émotion. Mais ces derniers mois, avant le drame, elle semblait différente, plus réservée, un peu craintive. Elle a mentionné les appels anonymes, les appels qui la perturbaient. Elle disait que la voix était toujours la même, masculine, et qu'elle connaissait des détails de sa vie qui l'effrayaient. Elle essayait de le cacher, mais je sentais son malaise. Elle pensait que c'était juste de la jalousie pour la bourse,
une petite jalousie de quelqu'un du milieu, mais je sentais que c'était quelque chose de plus sombre, de plus personnel. Chloé révéla aussi qu'Isabelle avait commencé à tenir un petit journal, un carnet secret, où elle notait ses pensées, et parfois des fragments des conversations énigmatiques qu'elle recevait. Le chef Antoine Delacroix, une légende de la cuisine montréalaise et mentor informel d'Isabelle, exprima également sa consternation. Isabelle était une promesse, un génie en devenir, déplora-t-il dans une entrevue à l'époque. Sa passion était inégalée. Cette bourse n'était pas seulement un prix, c'était la reconnaissance d'un talent qui allait changer le visage de la gastronomie québécoise et française. Sa perte fut un coup dur pour nous tous, une tragédie qui me hante encore aujourd'hui. Qui aurait pu vouloir faire taire une voix si brillante? Il se souvenait de l'éclat dans les yeux d'Isabelle lorsqu'elle parlait de ses projets pour Paris, de l'enthousiasme qui la gagnait et qui, à son tour, inspirait tout son entourage. Tandis que la vie à Montréal tentait de reprendre son cours, l'inspecteur détective Jean-Pierre Moreau n'arrivait pas à se détacher de l'affaire Dubois. Le dossier, officiellement classé, devint son obsession personnelle, un fardeau qu'il portait en dehors de ses heures de service. Il réexaminait les dossiers poussiéreux pendant son temps libre, scrutait chaque photo de la scène de crime, relisait les témoignages à la recherche d'une fausse note, d'un détail qui aurait échappé à la première analyse. L'absence d'un mobile clair, d'une preuve irréfutable, était une blessure ouverte dans sa carrière. Malgré sa persévérance, Moreau se heurta à la dure réalité de la bureaucratie policière. La pression de la hiérarchie était immense. De nouvelles affaires survenaient quotidiennement, exigeant attention et ressources. Ses supérieurs, comprenant son dévouement mais privilégiant l'efficacité, lui ordonnèrent de passer à autre chose. Ce fut un ordre difficile à accepter, une défaite institutionnelle qu'il ressentit au plus profond de son âme. Bien que le dossier fût classé, pour Moreau, Isabelle Dubois n'a jamais cessé de réclamer justice. Lors d'une de ses relectures nocturnes, Moreau tomba de nouveau sur le carnet secret d'Isabelle, que Chloé lui avait remis. Dedans, entre des recettes et des notes sur les vins, se trouvaient des mentions des appels anonymes et, de manière surprenante, d'un billet court et troublant qu'elle avait trouvé dans son bistrot, laissé discrètement sur le comptoir une semaine avant sa mort. Le billet, écrit à la main sur un papier de mauvaise qualité, ne contenait que quelques mots. « Votre succès est une offense. Vous paierez. » Initialement, il fut considéré comme une menace en l'air, peut-être d'un concurrent jaloux. Mais Moreau, dans sa quête inlassable, décida qu'il était temps de réexaminer cet indice. Il envoya le billet à un graphologue de renom à Paris, un expert en analyse d'écriture. Les résultats, bien que pas assez concluants pour identifier un suspect, indiquèrent une personnalité obsessionnelle et contrôlante derrière les lettres, un profil psychologique qui faisait écho à la discrétion presque invisible de Pierre Laurent. C'était une piste ténue, un murmure dans le silence de l'affaire, mais pour Moreau, c'était suffisant pour entretenir la flamme de l'espoir, même clandestinement. Il sentait que la vérité, comme le fleuve Saint-Laurent qui se jette dans l'Atlantique, finirait par trouver son chemin, aussi sinueux soit-il. L'ombre d'Isabelle continuait de planer sur lui, exigeant une résolution que le temps semblait avoir oubliée. 25 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique de 1999. Montréal, la ville qui fut le témoin de l'affaire Dubois, continuait de vibrer à son rythme, mais le souvenir d'Isabelle, la chef éblouissante dont l'éclat avait été si brusquement éteint, persistait comme un murmure dans les couloirs de la justice. L'inspecteur détective Moreau, maintenant à la retraite, portait le poids de ce dossier non résolu comme une cicatrice invisible, un regret profond qui ne l'avait jamais quitté. Chaque année qui passait, l'espoir d'une résolution s'amenuisait, mais le destin a parfois ses propres desseins, et la vérité son propre calendrier. C'est en 2024, dans le cadre d'une nouvelle initiative de mémoire judiciaire, visant à réexaminer les dossiers classés, que le dossier d'Isabelle Dubois fut sorti de sa longue hibernation. Au milieu de piles de dossiers poussiéreux à la division des crimes non résolus du SPVM, une nouvelle figure émergea pour affronter le passé, la détective Sophie Bernard.
Jeune, mais dotée d'une intelligence vive et d'une détermination inébranlable, Sophie était une étoile montante de la police, fraîchement mutée et désireuse de faire ses preuves dans des cas complexes. L'affaire Dubois, avec son aura de mystère et l'absence de mobile clair, capta son attention dès le premier instant. Sophie se plongea dans les archives avec la voracité d'une chercheuse de trésors. Photos sépia de la scène de crime, rapports d'expertise dactylographiés, témoignages de personnes qui étaient maintenant grands-parents. Chaque morceau de papier était une pièce d'un casse-tête qu'elle était déterminée à assembler. Elle se sentit liée à Isabelle, à son histoire volée et à la quête acharnée de l'inspecteur détective Moreau. La passion du détective à la retraite pour cette affaire était évidente dans ses notes en marge, dans les questions sans réponse qu'il avait soulignées à plusieurs reprises. C'était comme si Moreau, à travers le temps, la guidait, un fantôme bienveillant dans sa propre quête de justice. Avec les technologies d'enquête les plus modernes à sa disposition, Sophie ne se contenta pas de relire. Elle réexamina chaque preuve matérielle, chaque pièce à conviction, avec un regard neuf et une perspective que la science de 1999 ne pouvait offrir. Et c'est là qu'elle trouva, conservé méticuleusement dans une enveloppe scellée, un minuscule morceau de tissu, presque imperceptible à l'œil nu, qui avait été retrouvé coincé sous l'ongle d'Isabelle lors de l'autopsie initiale. À l'époque, la technologie était limitée, et le fragment, bien que catalogué, n'avait pas pu être analysé en profondeur. Mais maintenant, avec l'analyse d'ADN par séquençage de nouvelle génération, Sophie savait que cela pourrait être la clé, le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Le fragment de tissu fut envoyé au laboratoire en urgence, une course contre la montre et contre l'usure naturelle des preuves. En attendant les résultats, Sophie porta son attention sur d'autres pistes qui avaient été sous-estimées. Les appels anonymes qu'Isabelle recevait avant sa mort, enregistrés uniquement comme des numéros de cabine téléphonique. Avec des logiciels de traçage de données historiques et une analyse des anciennes antennes cellulaires, l'équipe de Sophie commença à cartographier les points d'origine de ces appels. Ce qui semblait être une série d'appels aléatoires commença à se concentrer sur une petite zone, puis, plus tard, sur un schéma qui suggérait un seul et même appelant, utilisant des téléphones prépayés pour éviter d'être retracés. Pendant ce temps, Sophie réexaminait les dépositions des premiers suspects. Jean-Luc Fournier, l'ex-petit ami, avec son alibi solide. Antoine Lefebvre, l'apprenti rancunier, dont l'alibi, bien que faible, n'avait jamais été complètement démenti. Et puis, M. Pierre Laurent, le voisin discret. Les notes de Moreau sur Laurent étaient succinctes, mais Sophie perçut une ligne de méfiance qui traversait le rapport. Le comportement calme, le manque d'émotion, le déménagement soudain 1 an après le crime, tout cela semblait maintenant, sous la loupe de 25 ans, un signal d'alarme plus fort. De nouvelles entrevues furent menées avec des voisins et des amis qui vivaient toujours à Montréal. Chloé Dubois, la meilleure amie d'Isabelle, maintenant une femme mûre, mais toujours hantée par cette perte, fut de nouveau contactée. Dans un témoignage émouvant, Chloé révéla des détails qui, à l'époque, semblaient insignifiants. Elle se souvint du malaise d'Isabelle face à Pierre Laurent, de la façon dont il l'observait, des prétextes futiles pour monter à son appartement. Isabelle m'a dit une fois, « Chloé, il me donne les frissons, une sensation étrange. Ses yeux, on dirait qu'ils voient à travers moi, mais pas de manière bienveillante. » confessa Chloé, la voix brisée. Elle le trouvait un peu bizarre, mais inoffensif. Elle n'a jamais imaginé ce qu'il pouvait cacher. Ces révélations ajoutèrent une nouvelle dimension au profil de Laurent, transformant le voisin discret en un agresseur potentiel avec une obsession cachée, un loup dans la bergerie. La scène était prête pour que la science et la persévérance percent enfin le mystère de l'affaire Isabelle Dubois. L'attente des résultats du laboratoire était une agonie silencieuse pour la détective Sophie Bernard. Chaque jour qui passait sans nouvelles semblait une éternité, mais elle savait que la précision était primordiale. Finalement, l'appel arriva. La voix du chef de laboratoire, habituellement posée,
avait une pointe d'urgence et de satisfaction. Le minuscule fragment de tissu trouvé sous l'ongle d'Isabelle Dubois, soumis à l'analyse d'ADN par séquençage de nouvelle génération, avait révélé un profil génétique masculin complet. Et, à la surprise de personne dans l'équipe de Sophie, le profil correspondait à l'échantillon d'ADN de M. Pierre Laurent, prélevé et archivé lors de l'enquête initiale de 1999, bien qu'à l'époque, la technologie n'ait pas permis une correspondance aussi précise. Ce morceau de tissu, presque oublié, était désormais la preuve irréfutable, le lien direct qui reliait le voisin discret au crime brutal. Forte de cette découverte monumentale, l'équipe de Sophie intensifia l'utilisation d'autres technologies modernes pour réanalyser les anciennes preuves. L'empreinte de pas partielle, à peine visible sur le tapis du salon d'Isabelle, fut soumise à une reconstruction numérique avancée. À l'aide d'algorithmes complexes et de logiciels d'amélioration d'image, les experts réussirent à créer une image tridimensionnelle détaillée de l'empreinte. Cette reconstruction révéla des caractéristiques uniques de la chaussure, y compris le motif d'usure et un petit défaut sur la semelle qui n'avait pas été remarqué lors de l'analyse originale. Simultanément, les minuscules fibres textiles, trouvées accrochées aux éclats de la lampe brisée et sur le col de la robe de chambre d'Isabelle, furent soumises à une spectroscopie infrarouge et à une microscopie électronique à balayage. Les analyses révélèrent que les fibres provenaient d'un type spécifique de laine et de coton, avec une teinture inhabituelle, et qu'elles étaient compatibles avec les fibres trouvées sur un pull que Pierre Laurent portait sur d'anciennes photos, et avec un échantillon de tissu d'un tapis qu'il possédait dans son appartement en 1999, selon les dossiers de l'enquête de Moreau. Chaque nouvelle technologie, chaque nouvelle approche, levait une couche de plus du mystère, solidifiant la certitude quant à l'identité de l'agresseur. La localisation de Pierre Laurent devint la priorité absolue. Les anciens dossiers indiquaient qu'il avait déménagé dans un petit village des Laurentides, sous prétexte d'un nouvel emploi. Cependant, une enquête approfondie, utilisant des bases de données de registres d'état civil, financiers et de propriété, révéla que Laurent avait pris une nouvelle identité des années plus tard, après avoir vendu sa propriété dans les Laurentides. Il était désormais connu sous le nom de Warren Phillips et résidait à Toronto, une métropole vibrante de l'Ontario. Ce changement d'identité si radical souleva encore plus de soupçons. Pourquoi un homme innocent se donnerait-il tant de mal pour effacer son passé? Une équipe de surveillance fut immédiatement envoyée à Toronto. Pendant des jours, les détectives surveillèrent Warren Phillips, observant ses mouvements, sa routine. Il menait une vie apparemment tranquille, travaillant comme bibliothécaire dans une petite bibliothèque municipale, fréquentant un café local chaque matin. La patience était essentielle, et l'équipe de Sophie savait qu'elle avait besoin d'un nouvel échantillon d'ADN pour une confirmation finale, une preuve irréfutable qui ne laisserait aucune place au doute. L'occasion se présenta par un après-midi ensoleillé, lorsque Phillips, après avoir fini son café sur une terrasse, laissa sa tasse sur la table avant de partir. Un agent infiltré, se faisant passer pour un employé du café, récupéra la tasse, garantissant l'intégrité de l'échantillon. L'ADN de la tasse fut traité en toute urgence. En quelques heures, les résultats confirmèrent ce que Sophie soupçonnait déjà. Le profil génétique de Warren Phillips était identique à celui de Pierre Laurent et, surtout, identique à l'ADN trouvé sous l'ongle d'Isabelle Dubois. La confirmation de l'identité et la correspondance de l'ADN étaient la pièce manquante, le maillon manquant du casse-tête. 25 ans plus tard, le fantôme d'Isabelle Dubois avait enfin un nom à mettre sur son agresseur. La justice, qui semblait avoir oublié son chemin, était maintenant à la porte de l'homme qui avait mené une double vie, cachant un sombre secret sous la façade d'un citoyen respectable. La traque était terminée et le moment de la confrontation était imminent. Le matin à Toronto se leva sous un ciel couvert, reflétant la tension qui flottait dans l'air.
L'équipe d'intervention sous le commandement de la détective Sophie Bernard se positionna stratégiquement autour du modeste appartement de Warren Phillips, sur la rue des Érables. La discrétion était le mot d'ordre, mais la gravité de la mission était palpable. Quand Phillips, avec sa ponctualité habituelle, ouvrit la porte pour prendre son journal du matin, il fut intercepté par une équipe d'agents. Le moment de l'arrestation fut dépourvu de tout drame cinématographique. Il n'y eut aucune résistance, aucune tentative de fuite. Phillips, maintenant âgé de 58 ans, un homme à l'apparence fragile et au regard fuyant, accepta son sort avec un calme presque troublant, un sang-froid qui glaça le sang des détectives. Ses yeux, autrefois simplement discrets, semblaient maintenant porter le poids d'un secret gardé pendant un quart de siècle. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il, la voix basse, presque inaudible, mais avec une clarté qui effraya tout le monde. « J'ai toujours su que l'affaire Dubois ne resterait pas dans l'oubli. » Ramené à Montréal, au quartier général du SPVM, Warren Phillips, désormais formellement identifié comme Pierre Laurent, fut placé en salle d'interrogatoire. La pièce, froide et impersonnelle, contrastait avec le paysage vibrant de la ville à l'extérieur. La détective Sophie Bernard, accompagnée d'un collègue expérimenté, l'inspecteur Antoine Dubois, sans lien de parenté avec la victime, mena l'interrogatoire. Elle commença calmement, méthodiquement, exposant les faits. L'ADN trouvé sous l'ongle d'Isabelle, la reconstruction de l'empreinte de pas, les fibres du pull. Laurent écouta tout avec une impassibilité calculée, les yeux fixés sur la table, les mains jointes. Il nia toute implication directe, maintenant la façade d'un voisin poli qui ne faisait que déplorer la tragédie d'Isabelle. « Je n'étais qu'un voisin, mademoiselle. Je compatissais avec elle, comme n'importe qui l'aurait fait. Mais un meurtrier, jamais. » Le calme de Laurent commença à se fissurer quand Sophie lui présenta le carnet secret d'Isabelle, ouvert à la page où elle avait noté les détails des appels anonymes et le billet menaçant. L'analyse graphologique, que Moreau avait initiée des années auparavant, avait maintenant été affinée et comparée à des échantillons de l'écriture de Laurent provenant d'anciens documents. Bien que ce ne soit pas une preuve irréfutable en soi, la ressemblance était indéniable. Sophie révéla ensuite le traçage des appels, la connexion des téléphones prépayés avec les antennes cellulaires dans le secteur de l'appartement d'Isabelle, et le schéma qui indiquait que l'appelant était toujours le même. « Monsieur Laurent, les preuves sont accablantes. Il est impossible de nier votre présence dans l'appartement d'Isabelle cette nuit-là, ni votre obsession pour elle, » affirma Sophie, la voix ferme mais sans agressivité. Un lourd silence remplit la pièce. Laurent prit une profonde inspiration et un tremblement presque imperceptible parcourut son corps. Ses yeux, enfin, se levèrent pour croiser ceux de Sophie. Elle ne me voyait pas. Personne ne me voyait. Vraiment, commença-t-il. La voix maintenant un murmure chargé d'amertume. Isabelle, elle était la lumière, une étoile. Et moi, j'étais l'ombre. Je l'admirais, oui. J'étais amoureux d'elle. Pas de la façon que les gens comprennent, mais d'une manière qui me consumait entièrement. Je fréquentais son bistrot, je l'attendais dans la rue, juste pour la voir sourire. Mais elle était toujours occupée, toujours avec ses rêves, sa bourse d'études, ses amis. J'ai essayé de m'approcher, avec des excuses banales, mais elle me voyait comme un simple voisin excentrique. La confession, lente et douloureuse, commença à émerger. Laurent décrivit comment la nouvelle de la bourse d'Isabelle l'avait tourmenté. Lui qui avait également postulé pour la même bourse des années auparavant et avait été refusé, voyait son succès comme un affront personnel. La jalousie, mêlée à sa passion non partagée, se transforma en ressentiment, puis en colère. Les appels anonymes étaient ces tentatives désespérées d'attirer son attention, de lui faire sentir sa présence dans sa vie, même de manière menaçante. Le billet, « Votre succès est une offense. Vous paierez », était son dernier avertissement, un cri de douleur et de frustration. Ce soir-là, je suis monté. Je voulais lui parler, pour la dernière fois. Je voulais qu'elle comprenne ce que je ressentais, ce qu'elle représentait pour moi.
confessa Laurent, la voix brisée. Elle préparait le souper. Quand j'ai essayé de parler de mes sentiments, de comment je la voyais, elle a ri. Ce n'était pas un rire cruel, mais de surprise, d'incrédulité. C'était comme si elle me voyait pour la première fois, mais comme un fou. Ça, c'en était trop. J'ai senti mon monde s'effondrer. Laurent décrivit le moment où la colère l'a submergé. Le vase, un objet de décoration dans le salon d'Isabelle, était à portée de sa main. Il l'a saisi. La dispute a rapidement dégénéré. Isabelle a tenté de se défendre, le griffant à la main, dans une tentative désespérée de s'échapper. « Je ne voulais pas la blesser, pas vraiment », murmura-t-il, la voix presque inaudible. « Mais la colère, le rejet, c'était comme un coup de sang. J'ai perdu le contrôle. Le vase, il s'est brisé. Puis, quand elle est tombée, j'ai vu le tiroir ouvert. L'argent. J'ai essayé de faire croire à un cambriolage pour éloigner les soupçons de moi. C'était un geste désespéré. J'ai pris quelques billets, juste pour simuler. J'étais en panique. J'ai fui. Et j'ai vécu avec ça toutes ces années. La révélation était choquante, mais aussi tragique, exposant la fragilité de l'esprit humain face à l'obsession et au rejet. Les empreintes digitales de Laurent, maintenant récupérées sur le vase brisé grâce à de nouvelles techniques, et l'ADN sous l'ongle d'Isabelle, étaient les preuves irréfutables d'un crime passionnel qui avait hanté Montréal pendant plus de 2 décennies. Le détective Moreau, à sa retraite, apprendrait que son intuition était juste. La justice se manifestait enfin. La confession de Pierre Laurent, alias Warren Phillips, résonna dans les couloirs du SPVM à Montréal comme un écho sombre d'un passé brutal. L'affaire Dubois, qui avait défié la logique et la justice pendant un quart de siècle, commençait à se résoudre. Après son douloureux aveu, Laurent fut formellement accusé du meurtre d'Isabelle Dubois. L'équipe de la détective Sophie Bernard travailla sans relâche pour compiler un dossier solide, transformant chaque élément de preuve et chaque mot de la confession en une accusation irréfutable. Les jours qui suivirent furent consacrés à une préparation intense, les procureurs et les avocats de la défense se préparant pour ce qui allait être l'un des procès les plus attendus de l'histoire récente de Montréal. La nouvelle de l'arrestation et des aveux de Laurent se répandit comme une traînée de poudre, ravivant la douleur, mais aussi l'espoir, chez ceux qui aimaient Isabelle. Le procès de Pierre Laurent s'ouvrit au milieu de l'année 2025, au Palais de justice de Montréal. La salle d'audience était comble, avec la presse locale et nationale, les proches de la victime et des curieux avides de suivre le dénouement d'un si vieux mystère. Le ministère public, dirigé par la déterminée procureure Valérie Rousseau, présenta l'affaire avec une précision chirurgicale, tissant un récit qui commençait par la découverte du corps d'Isabelle en 1999 et culminait avec les aveux de son meurtrier. Sophie Bernard, assise au premier rang, observait Laurent qui, malgré ses aveux, semblait avoir retrouvé une partie de son ancienne impassibilité, un visage de pierre qui laissait transparaître peu d'émotion. Les preuves scientifiques furent présentées avec des détails impressionnants. Le fragment de tissu contenant l'ADN de Laurent, trouvé sous l'ongle d'Isabelle, fut la pièce maîtresse, la preuve matérielle incontestable de sa présence et de la confrontation physique. La reconstruction numérique de l'empreinte de pas, les fibres textiles correspondant au pull et au tapis de Laurent, et l'analyse affinée des appels anonymes et du billet menaçant, tout s'emboîtait comme les pièces d'un macabre casse-tête. Chaque élément, soigneusement préservé pendant des décennies, parlait maintenant avec éloquence, grâce à la persévérance de Sophie et aux avancées de la science. Les témoignages furent le point culminant émotionnel du procès. Anne Dubois, la sœur aînée d'Isabelle, une femme digne et forte, s'avança à la barre. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en fermeté en décrivant la douleur insupportable de perdre sa petite sœur, la joie et le talent d'Isabelle, et les 25 années d'incertitude et de deuil. « Nous avons vécu dans l'ombre de cette tragédie pendant si longtemps, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage, mais le regard fixé sur Laurent. Isabelle était une lumière, et lui, il l'a éteinte et nous a laissés dans le noir. Pendant 25 ans, nous avons attendu ce moment, cette justice.
Chloé Dubois, la meilleure amie d'Isabelle, témoigna également, ravivant les dernières conversations avec la victime, le malaise d'Isabelle face à son voisin, les petites choses qui, à l'époque, semblaient insignifiantes, mais qui révélèrent maintenant l'obsession croissante de Laurent. La défense tenta de plaider que Laurent avait agi dans un coup de folie, un moment de passion incontrôlée, sans préméditation. Cependant, le ministère public présenta une preuve accablante. Un journal intime, retrouvé dans l'ancienne résidence de Laurent dans les Laurentides lors d'une perquisition qu'il avait oublié de détruire. Dans les pages jaunies, écrites au fil des années précédant le crime, Laurent détaillait son obsession pour Isabelle, sa jalousie envers sa bourse d'études et des fantasmes sombres sur le fait de la faire payer pour son indifférence. Des phrases comme « Elle ne me voit pas, mais elle me sentira » et « Son succès est mon échec » furent lues à voix haute, brossant un portrait troublant d'un esprit consumé par le ressentiment et une planification méticuleuse. Pour approfondir la compréhension de l'esprit de Laurent, un psychiatre légiste de renom, le docteur Émile Leclerc, fut appelé à témoigner. Après une série d'évaluations, le docteur Leclerc diagnostiqua chez Pierre Laurent une personnalité narcissique avec des traits de troubles obsessionnels compulsifs et des tendances paranoïaques. Il expliqua comment le rejet perçu de la part d'Isabelle, combiné à la jalousie de son succès, avait déclenché une crise psychique chez l'accusé, le menant à un état de désillusion et de fureur qui avait culminé avec le meurtre. Il ne la voyait pas comme un être humain indépendant, mais comme une extension de ses propres échecs et désirs inassouvis, expliqua le docteur Leclerc. Le crime était, dans son esprit malade, un moyen de reprendre le contrôle et de punir ce qu'il sentait lui avoir été refusé. L'expertise psychiatrique solidifia le récit de l'accusation, démontrant que le crime n'était pas un acte impulsif, mais l'aboutissement tragique d'une obsession profondément enracinée et préméditée. La preuve était écrasante, et le tribunal se préparait pour le verdict final. La délibération du jury ne dura pas longtemps. Face à la montagne de preuves, l'ADN irréfutable, les fibres de son pull, la reconstruction de l'empreinte de pas, les appels anonymes retracés, le billet menaçant, le journal intime avec ses sombres fantasmes et finalement la propre confession de Pierre Laurent, le verdict fut unanime et rapide. Coupable, coupable de meurtre au premier degré. La salle d'audience explosa dans un mélange de soulagement et de pleurs contenus. Anne Dubois et Chloé, enlacées, laissèrent enfin couler librement les larmes de tant d'années d'attente et de douleur. La justice, qui avait si longtemps semblé un mirage, se matérialisait à cet instant. En 2025, Pierre Laurent fut condamné à 28 ans de prison, une peine qui, pour beaucoup, ne serait jamais suffisante pour compenser la vie volée d'Isabelle, mais qui représentait le maximum que la loi canadienne permettait dans ces circonstances. Il écouta la sentence avec la même impassibilité froide qu'il avait affichée pendant une grande partie du procès, un vide dans son regard qui reflétait la profondeur de son obsession et l'absence de remords. Il fut emmené, et avec lui, Montréal pouvait enfin commencer à respirer. La détective Sophie Bernard observa le tout avec un mélange d'épuisement et de profonde satisfaction. Cette affaire, l'affaire Dubois, avait consumé des années de sa vie, devenant plus qu'un simple travail. C'était une quête personnelle pour la voix d'Isabelle, pour le droit à la justice d'une femme réduite au silence. Elle pensa à l'inspecteur détective Moreau, son prédécesseur, qui avait gardé l'espoir vivant si longtemps. La persévérance de quelques-uns, la technologie d'aujourd'hui et la mémoire de ceux qui aimaient Isabelle avaient convergé vers ce dénouement. La justice, songea-t-elle, n'est pas rapide, mais elle est implacable. Elle trouve toujours son chemin. Quelques mois après le procès, Sophie fit une visite solitaire au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Elle trouva la tombe d'Isabelle Dubois, une pierre tombale simple mais bien entretenue, ornée de fleurs fraîches. Là, sous le soleil du Québec, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Isabelle, la talentueuse chef de la Gaspésie, venue chercher l'inspiration dans la vibrante Montréal et qui y avait trouvé une fin tragique, pouvait maintenant reposer en paix. L'obsession d'un homme avait volé son avenir,
mais pas sa mémoire. Son héritage vivrait et son histoire, un témoignage de la résilience de l'enquête et de la quête inlassable de la vérité, resterait dans les mémoires. La justice, parfois lente, parfois douloureuse, était enfin arrivée, offrant une clôture à ceux qui avaient attendu pendant un quart de siècle. Que l'histoire d'Isabelle Dubois serve de rappel qu'aucun crime n'est parfait, et que la vérité, comme le fleuve Saint-Laurent qui se jette dans l'Atlantique, trouve toujours son chemin vers la mer.